L'oscillateur harmonique est une masse qui oscille à l'extrémité d'un ressort et qui se déplace d'une abscisse X, le ressort ayant une raideur K. Le principe fondamental de la dynamique appliqué à cette situation permet de définir l'équation de l'oscillateur harmonique, une équation différentielle du second degré, x2 points plus oméga 0 carré, x égale 0. Le terme oméga 0 étant la pulsation étant définie par 2π sur t égale à 2πf. La résolution de cette équation nous donne une solution du type x égale x0 cosinus oméga t plus phi. La conservation de l'énergie, énergie potentielle plus énergie cinétique égale constante, nous permet également de retrouver cette équation. Un signal S évolue au cours du temps. Il peut se décrire en faisant une décomposition en série de Fourier, et dans ce cas-là, on peut établir son spectre composé d'une fondamentale, d'une harmonique, d'une composante continue, d'une fondamentale et d'une harmonique, et d'une ou plusieurs harmoniques. Ce signal peut être modélisé par une perturbation qui évolue dans le sens C positif, ou dans le sens avec une célérité C dans le sens positif ou négatif. Et en fait, la fonction au point x et au temps t prend la même valeur qu'une autre fonction à l'origine du temps moins x sur c, c'est-à-dire à un temps précédent. En gros, il se passe la même chose au point x et au temps t que ce qui se passait à l'origine au temps t moins x sur c. Et il se passe également la même chose que au temps 0 en un point qui est situé à l'abscisse x moins ct. Ça se traduit du point de vue de la fonction par je suis ici et maintenant comme j'étais là-bas et tout à l'heure. La fonction s'écrit s de x de t égale a0 cosinus oméga t moins kx plus phi 0, qui peut se réécrire sous la forme a0 cos 2π sur t plus 2π sur oméga, enfin donc 2π sur t, moins 2π sur oméga. On retrouve ici le moins kx, en fait avec k égale 2π sur lambda, plus phi 0. Cette écriture nous permet de voir comment la variable d'espace et la variable de temps sont liées entre elles. On va faire un parallèle entre les variables d'espace et les variables de temps. La période en temps est l'équivalent de la longueur d'onde en espace. La fréquence, qui est l'inverse de la période, correspond au nombre d'ondes qui est l'inverse de la longueur d'onde. Ainsi que le vecteur d'onde k, qui sera l'équivalent de la pulsation en temporelle. La pulsation s'exprime en radians par seconde, et k, qu'on appelle parfois aussi donc vecteur d'onde, mais qu'on appelle parfois aussi nombre d'ondes, s'exprime en radians par mètre. La relation de dispersion nous permet de dire que la vitesse de l'onde est égale à la pulsation divisée par le vecteur d'onde. L'effet Doppler concerne une source qui se déplacerait à une vitesse v. Alors on peut définir l'abscisse liée à un observateur mobile x', x' étant égal à x moins vt, et quand on injecte dans l'équation du signal à l'origine a cos 2π f t moins k x plus phi, en fait, si on injecte l'équation correspondant à ce changement de référentiel, on peut en déduire que la fréquence est égale à la fréquence dans le référentiel 0 multiplié par 1 moins v sur c. Si v est positif, c'est-à-dire si la sirène vient vers nous, eh bien on entendra, ou si l'observateur s'éloigne de la source, eh bien il entendra une fréquence plus faible. Ainsi, si l'observateur se rapproche de la source, eh bien il entendra une fréquence plus aiguë. Par contre, les longueurs d'onde ne changent pas. Des signaux sinusoïdaux vont pouvoir se superposer. Alors s'ils ont la même pulsation, ils sont déphasés à l'origine, mais ils gardent cette différence de phase, et l'amplitude va être égale à la racine de la somme des deux amplitudes, plus un terme d'interférence de AA cosinus lambda phi. En fait, c'est le théorème d'Al-Kashi appliqué à ce triangle.
Quand on a deux signaux qui sont émis et l'un se trouve à une distance d, l'autre se trouve à une distance d plus delta L d'un tout petit peu plus grande, on va avoir interférence constructive de ces ondes si la différence de longueur de chemin qui est égale ici à A sinus θ, θ étant l'angle sous lequel on voit ces deux trous, si ce delta L est un nombre entier de longueur d'onde, ce qui nous permet d'arriver à la formule sinus θ égale n lambda sur A, n étant l'ordre d'interférence. Pour une onde stationnaire, par exemple un orgue qui serait un tuyau ouvert des deux côtés, pour lesquels la variation de pression est imposée nulle, eh bien on peut avoir tout un ensemble d'ondes stationnaires qui peuvent s'établir, qui sont telles que la longueur accueille n fois une demi-longueur d'onde pour ce tuyau ouvert de chaque côté. La fréquence est donc égale à nc sur 2L, et il y a toutes les harmoniques. Par contre, pour une flûte avec un tuyau demi-ouvert, la variation de pression est nulle d'un côté, mais elle est maximum de l'autre. On voit donc qu'on peut accueillir une demi-longueur d'onde, ou une demi-longueur d'onde plus une longueur d'onde. Et en fait, on voit qu'on peut avoir un nombre demi-entier de demi-longueur d'onde. Ce qui fait que les fréquences qu'on peut entendre sont 2L plus 1, C sur 4L, il n'y a que des harmoniques impaires. Quand on superpose deux ondes, quand on applique la formule cosinus P plus cosinus Q égale 2 cosinus P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2, et bien quand on superpose ces deux ondes, on arrive à une onde totale s'exprimant de la sorte 2A cosinus kx plus phi2 moins phi1 sur 2, multiplié par cosinus oméga t plus phi1 plus phi2 sur 2. On a dans ce cas-là une séparation des variables et donc onde stationnaire avec nœud et ventre. On revient au phénomène de battement si on a deux sources qu'on entend par exemple avec qui sont légèrement distantes l'une par rapport à l'autre. Et en fait, elles vont avoir chacune une fréquence propre. Si on n'a pas la même fréquence, pardon, les deux sources sont à un certain point, à une certaine distance, mais elles sont caractérisées par deux pulsations très très légèrement différentes. On peut définir la fréquence moyenne comme étant la moyenne des fréquences et la fréquence de modulation qui est la demi-différence des fréquences. Si les amplitudes sont égales, on va pouvoir avoir un signal résultant qui s'écrit sous la forme 2A cosinus, alors pulsation moyenne t, plus phi moyen, multiplié par cosinus oméga modulation t, plus phi modulation. En fait, on a un produit de deux termes. On va avoir en fait une fréquence rapide, qui va être la moyenne des fréquences, et qui va être modulée par une enveloppe exprimée par ce terme, et la fréquence de modulation, c'est la demi-différence des fréquences. Ce qui fait par exemple que si on a un signal qui fait 5 Hz et l'autre qui fait 6 Hz, eh bien on entendra un signal de fréquence 5,5 Hz, mais dont l'amplitude est modulée de manière à ce que la fréquence de modulation soit de 1 Hz. Mais si la fréquence de modulation est de 1 Hz, ce qui fait une seconde de période, eh bien la durée du battement sera égale à la moitié de la durée de modulation, parce qu'on repasse par 0 pour deux fois par longueur d'onde. Donc en cas d'amplitude différente, c'est un peu plus compliqué puisque en fait dans le plan de Fresnel, on a deux vecteurs qui tournent à des vitesses différentes. Il faut simplement par la pensée en fixer un et laisser tourner l'autre, et le calcul nous amène au résultat suivant, c'est qu'en fait on a toujours, comme tout à l'heure, une fréquence modulée, mais simplement on ne va pas descendre jusqu'à des mini, on va passer d'un maxi à un mini, le maxi étant la somme des amplitudes, le mini étant la différence des amplitudes. Et d'un point de vue algébrique, ça s'écrit que l'amplitude de modulation est la racine de A1 carré plus A2 carré plus 2A1 cosinus
phi2 moins phi1 plus oméga battement t. Les ondes lumineuses se déplacent à la vitesse de 299 892,458 mètres par seconde. Elles sont définies par des longueurs d'onde qui s'expriment en nanomètres pour le visible, de 500 nanomètres pour le bleu, 550 nanomètres pour le vert, 600 nanomètres pour le jaune, 650 nanomètres pour le rouge. La diffraction ouvre les faisceaux d'un angle, avec un angle dont le demi-angle θ respecte la formulation sinus θ égale lambda sur A, lambda étant égal à la longueur d'onde et A étant égal à la taille du trou qui est à l'origine de la diffraction. La lumière peut être polarisée. Le champ électrique E, qui est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde, est en général, pour une lumière non polarisée, peut être répartie de manière aléatoire dans l'espace. La traversée d'un polaroïde, un polaroïde qui est un assemblage de molécules qui sont dans une certaine direction, ne va laisser passer le champ électrique que dans la direction perpendiculaire aux molécules. Parce que les molécules auront absorbé tous les champs électriques qui sont dans cette direction-là. Et on aura dans ce cas-là une lumière qui sera polarisée verticalement. La loi de Malus nous dit que quand on traverse un polaroïde, le champ électrique se projette selon une loi en cos θ, mais comme l'éclairement varie selon le champ électrique au carré, eh bien on va avoir un éclairement après le polaroïde qui est l'éclairement avant le polaroïde multiplié par cosinus carré θ. Pour l'optique géométrique, on rappelle les lois de Snell-Descartes. Donc la première loi, c'est que le plan d'incidence est égal au plan de réflexion. C'est que l'angle d'incidence est égal à moins l'angle de réflexion. Qu'on aura une réflexion totale si l'angle est supérieur à l'arcsinus du rapport des indices, et que pour la réfraction, quand le faisceau pénètre un milieu d'indice n, eh bien on a n1 sinus i1 égale n2 sinus i2. Dans le cas d'un miroir, on peut définir ce qu'on appelle un point objet réel A, qui est le point d'où partent des rayons qui arrivent vers l'observateur. A' serait appelé le point image virtuelle, parce que c'est un point d'où semblent venir les rayons. B, ici, si on a un faisceau convergent qui finit par repasser en un point avant d'être observé, B' est ici un point image parce que les rayons convergent en ce point, et c'est un point image réel parce que les points se croisent réellement en cet endroit-là. C'est le point par lequel passent les rayons. Et on peut définir l'image de ce point dans le miroir qui serait ici un point objet virtuel. Un point objet parce que les rayons convergent vers ce point, mais qui serait ici virtuel parce que les rayons ne passent pas réellement par ce point. Les conditions de Gauss concernent en fait des rayons qui doivent être paraxiaux pour que l'approximation des petits angles soit vérifiée. Et pour les lentilles minces, qui se définissent par un point f' derrière la lentille et un point f avant la lentille pour les lentilles convergentes, et l'inverse pour les lentilles divergentes, les lois de Descartes nous disent que 1 sur OA', donc le point qui est situé du côté de f', moins 1 sur OA, là on a le point objet, est égal à 1 sur f'. Je répète, 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur f'. La relation de Newton nous dit que f'A' multiplié par fA en valeur algébrique est égal à moins f' carré. La démonstration fait appel au théorème de Thalès. Pour le prisme dont le rayon arrive pour lequel le rayon arrive avec un angle d'incidence I et qui ressort avec un angle total de déviation D, et pour lequel on a par rapport à la normale un angle I'. On peut définir à l'intérieur les angles de réfraction R et R'.
Les lois de Descartes nous disent que sinus I égale N sinus R. L'optique géométrique, la géométrie nous dit que R' moins R égale A, et Descartes nous dit également que N sinus R' égale sinus I. Ça nous permet de définir la déviation comme étant l'angle I' moins I moins A. Et en fait, on va avoir une déviation minimale au moment où le sinus de la déviation minimale plus A sur 2 est égal à N sinus A sur 2. Un microscope est un ensemble de deux lentilles convergentes. Alors on met l'objet tout près, on a une lentille qui va projeter une image, on met une deuxième lentille pour laquelle l'image de la première lentille est dans le plan focal, ce qui va projeter une image à l'infini. Pour une lunette astronomique, on procède de la même façon. Par contre, cette fois-ci, l'objet étant à l'infini, il va se former au foyer F1 et on remet F2 sur F1 et dans ce cas, on reprojette l'image à l'infini. Dans les deux cas, on a un système dans le second cas seulement, pour la lunette, on a un système afocal dans lequel des rayons qui rentrent au parallèle en ressortent parallèles. L'image sur un écran peut se former à condition que la distance entre l'écran et l'objet soit supérieure ou égale à 4 fois la focale de la lentille. La loi de Cauchy nous permet de voir que l'indice du verre n'est pas constant, il dépend de la longueur d'onde et il en dépend selon une loi A plus B sur lambda 2. Donc quand la longueur d'onde augmente, l'indice a tendance à diminuer de valeur.